Oui, nous allons passer, je vous remercie, et nous allons passer au prochain intervenant, c'est Régis Messire de l'Université Toulouse 2, qui est spécialiste en sémantique, qui travaille sur la modélisation du parcours productif et interprétatif et qui travaille en ce moment notamment sur la description sémantique de production orale. Oui. Voilà, et il va vous parler, son intervention est intitulée « Avoir un sens et faire sens, sémiosis textuelle et signifiance en linguistique textuelle néo-saussurienne ». Vous devez avoir une minute de Oui. l'installation. Oui. Ça marche pas. J'avais envoyé un résumé, mais je ne crois pas que finalement ils aient été diffusés. Le titre était un peu, paraître un peu énigmatique. Donc il s'agissait en fait de ce que j'appelle les linguistiques textuelles néo-saussuriennes. En fait, on va se demander à quoi ça réfère. Je pense en particulier à deux théories linguistiques du texte, qui ni l'une ni l'autre d'ailleurs ne se sont elles-mêmes qualifiées de linguistique textuelle, qui sont d'une part la sémantique du texte de François Astier, et d'autre part la poétique d'Henri Méchonic, qui sont deux théories du texte qui, d'une manière ou d'une autre, et de manière différente, ont réclamé une ascendance saussurienne. Et donc mon propos aujourd'hui, c'est de les interroger plus précisément sur la base de deux concepts, ressortissant chacun deux théories. Le premier, c'est le sémiosis. Alors je dirais c'est sémiosis. J'ai pas encore réussi à trouver la figure vocale, mais l'unité est claire, c'est la même pour sémiosis et sémiose, la relation entre les deux plans du langage. Et d'un côté, disons dans toutes les théories Yemslevienne, post-Yemslevienne, et de l'autre la signifiance, donc plutôt dans les théories benvenistiennes et post-benvenistiennes, dont je pense que celle de Henri Méchonic fait partie. D'abord, il faut comparer ce qui est comparable, mais je crois que, en effet, ces deux approches linguistiques du texte, outre l'ascendance saussurienne revendiquée, peuvent également se rapprocher dans le sens où elles remettent en question, ça c'est un peu la conséquence de la perspective saussurienne, elles remettent en cause l'approche représentationnaliste du métaphysique du signe, et de manière générale, elle témoigne de défiance à l'égard des approches référentielles en linguistique. Alors
ça reste encore un programme assez ambitieux. Et donc je me contenterai ici, après avoir rapidement présenté ces deux concepts de sémiose et de signifiance, rapidement parce que ils sont, je pense, un peu connus déjà, d'essayer de voir comment la question qui a été évoquée ce matin de la typologie des unités sémiotiques, telle que on peut la réélaborer à partir notamment de certains passages de l'essence double, permet peut-être de jeter un pont entre ces deux théories que j'ai appelées des théories cousines, puisqu'elles partageaient la même ascendance surienne. On m'a objecté que le cousinage était assez lointain, c'est peut-être vrai, mais je suis pour le rapprochement familial et consensuel. Je pense qu'on peut faire quelque chose. Simplement, oui, bon, ça va. J'ai parlé de Benveniste et de Méchonique. Je précise quand même que d'emblée, qu'en parlant du concept de signifiance, je prends mes distances avec l'usage qui a pu être fait dans certains courants crypto-lacaniens. Voilà. Je ne me propose pas de reprendre ici, mais au fond, aujourd'hui, c'est vrai que quand on dit signifiance, je pense peut-être plus à Chris Deva qu'à forcément à Benveniste. Alors, pour commencer, bon, ça c'est la question de la sémiose. Alors, au départ, la sémiose, on peut dire que c'est la relation entre les deux plans du signe, le plan du signifiant et le plan du signifié. Et ce qui a permis d'étendre cette problématique-là au texte, c'est certainement le coup de force Yamslévien dans les prolégomènes qui a considéré que le signe, au fond, était plus un problème qu'autre chose. Et donc, j'ai deux citations que je vous ai mises des prolégomènes. Il écrit donc, de telles considérations nous conduisent à l'abandon d'une tentative d'analyse en signe, et nous sommes conduits à reconnaître qu'une description en accord avec le principe doit analyser contenu et expression séparément. Chacune des analyses dégageant finalement un nombre limité de grandeurs qui ne sont pas nécessairement susceptibles d'être appariées avec les grandeurs du plan opposé. Et la fin du coup de force, un peu plus loin dans le même texte, c'est de dire que dans la méthodologie de l'analyse linguistique, la première distinction, c'est-à-dire face au texte à décrire, alors le texte chez Yamslev, c'est un texte que tout le monde écrit et que personne ne lit, c'est-à-dire que ce n'est pas du tout le texte au sens philologique du terme, c'est l'ensemble des productions dans une langue française, donc la somme de l'ensemble des productions des locuteurs, des français, donc personne ne lit, personne ne songe même peut-être à assembler. Et en tout cas, il dit face à cet objet-là, la première distinction sera, dans un premier stade, de conduire à une division en ces deux grandeurs, l'expression et le contenu. Et c'est de là, en somme, que sont venues les idées de plan du contenu, le plan de l'expression, relié par la fonction sémantique que certains appelleront donc ensuite la sémiose. Alors, c'est un coup de force, et évidemment, la conséquence immédiate de cette de délier le plan du contenu, le plan de l'expression, c'est de faire venir l'idée de métalangage. Parce qu'au fond, si vous décrivez des figures, ces unités qui ne sont pas nécessairement appariées, ce qu'il appelle des figures, qui sont distinctes sur le plan de l'expression, sur le plan du contenu, vous devez quand même les désigner, les décrire, et vous ne pouvez le faire que dans un métalangage, parce que le langage objet ne les apparie pas. Et au fond, et c'est une critique qui peut clairement être formulée, c'est qu'il y a là un écart par rapport au principe d'indissociabilité du signifié et du signifiant, puisque le métalangage va décrire des unités, ces fameuses figures, qui ne sont pas appariées dans le langage objet. On peut considérer que c'est cette lecture-là de Saussure, ou du CLG à l'époque, qui va, pour la sémantique continentale, ouvrir la voie à toute une filière de post-yamslévienne qui fera date notamment avec Remas et sa sémantique structurale, qui peut considérer qu'elle est précisément le développement sur le plan du contenu et appliqué à de réels objets textuels, ce qu'on ne faisait pas Yamslev, ce principe de distinction des plans. Alors après Grémas,
les développements les plus récents sur cette idée de la sémiosis textuelle, on les trouve, à ma connaissance, dans un article de 2007 de François Rastier, qui propose donc un certain nombre de distinctions conceptuelles permettant de décrire la manière dont, dans un texte, donc c'est la parole, hein, un texte n'est pas nécessairement écrit, c'est au début du discours, chez les linguistiens aussi, ce serait, je pense, voilà, en tant qu'objet empirique, c'est la même chose, après il n'est pas élaboré de la même manière. Donc, un certain nombre de concepts présentés par François Rastier en 2007 pour décrire au palier discursif ou textuel l'appariement de ces plans du contenu et de ces plans d'expression. La première, c'est un modèle textuel du passage, au fond, qui reprend d'ailleurs un peu la graphie du Quénon, hein, discrètement. Donc au fond, c'est plus un signe monadique fermé sur lui-même, mais il est ouvert sur ses contextes. Et il a d'emblée, en tant qu'il est assemblé dans un acte interprétatif, il a d'emblée une valeur herméneutique. Là, toujours dans ce même texte de 2007, un ensemble de relations, soit homoplanes, sur chacun des deux plans, soit hétéroplanes, qui sont distinguées. Alors, quelques exemples assez rapidement. Par exemple, pour les relations homoplanes sur le plan du signifiant, vous avez ici, il y avait un petit ruban laser tout à l'heure. Ce sera commode. Les phénomènes de rime. Bon, je vais faire ça. Sur les relations homoplanes, sur le plan du signifiant, entre SA1 et SA2, par exemple, les relations de la liaison, l'harmonie vocalique, les relations homoplanes sur le plan du signifié, les phénomènes d'assimilation sémantique, de dissimulation, de présomption des utopies, qu'on voit par exemple dans les phénomènes d'amorçage. Et puis des relations hétéroplanes, qui sont des relations SA1, SE2, SA2, signifiant 2, signifié 1, puisqu'elles sont syntagmatiques, ce n'est pas un modèle de la sémiosis en langue mais en parole, avec par exemple la désambiguisation d'un signifié par un signifiant voisin, ou bien la propagation d'un signifié à un signifiant, dans les cas typiquement de rime par exemple. Alors, l'un des compléments à ça, c'est l'approche morphosémantique pour laquelle, sur chacun de ces plans, sur le plan du signifiant et sur le plan du signifié, l'interprétation perçoit en premier lieu des formes sémantiques et des fonds sémantiques. Alors, les formes sémantiques sont des molécules sémiques, les fonds sémantiques sont des isotopies. On a également, sur le plan du signifiant, des formes expressives et des fonds expressifs. L'isophonie, par exemple, sera définie comme un fond expressif. Une molécule phénique ou un mannequin phonétique pourrait être défini comme une forme expressive. Et tout l'enjeu dans la description va donc consister à montrer comment les relations sémiosiques vont consister à apparier des fonds sémantiques avec des fonds expressifs. Ce qui est pas le meilleur exemple, des formes sémantiques avec des formes expressives, comme dans le cas d'illumination, ou des formes sémantiques avec des fonds expressifs dans les phénomènes de diffusion expressive ou de sommation sémantique. Bref, l'intérêt immédiat, c'est d'arriver à décrire des configurations textuelles sur ce qu'on peut appeler des entités, des grandeurs, on en a parlé ce matin, qui nous permettent de ne pas réduire la textualité à un collier de signes, le signe étant entendu dans son format natif, qui est celui du morphème ou du lexème. Donc, de ce point de vue, je passe vite fatalement, parce que ça a été présenté dans d'autres travaux, ce n'est pas mon objet aujourd'hui, c'est de dire qu'on a eu ici une extension réelle de la perspective sémiotique, au-delà du signe lexical,
Mais que cela dit, le reproche de dualisme qui peut être fait à la lecture, ça c'est au fond, j'avais fait ce schéma au centre, ce que j'appelle un régime oppositionnel stratifié, une petite monade signifiant-signifié, c'est des unités systématiques, et puis celles-ci, dans le texte, sur le plan du contenu ou sur le plan de l'expression, permettent de composer des formes sémantiques ou des formes expressives sur des fonds sémantiques ou des fonds expressifs. Et ces unités peuvent donc s'apparier, les textes, composant ces appareillements de diverses façons. Il reste que, dans ce cas-là, on est effectivement dans une forme d'hypostase de chacun des deux plans dont on parle sans pour autant se préoccuper. Au moment où on en parle, c'est le plan de travail, au fond. C'est-à-dire qu'on a un plan du contenu qui est un plan de travail, un plan d'expression qui est un plan de travail, et à un moment donné, on les fait se rejoindre dans une unité. On peut effectivement rentrer dans un texte, mais la perspective de la nomination, par exemple, la dénomination, c'est typiquement ça. J'ai une forme sémantique, comment est-ce que je vais la dénommer? Je parle du principe que je peux la dénommer de différentes façons. Donc il y a là comme une entorse, effectivement, à une ligne saussurienne dure. Reste à savoir si on peut faire une autre sémantique saussurienne, purement différentielle. Alors, la critique à l'endroit de cette manière de théorisation, elle a été formulée notamment assez tôt, dans les années 1970, par Henri Meschenink, dans ses différents pour la poétique. Et lui, Henri Meschenink, prend le parti de l'autre lecture de Saussure, qui est au fond celle de Benveniste, dans ses fameux articles de 68 et 69, dans lesquels un Benveniste dit que pour une linguistique de la parole, la sémiologie saussurienne est totalement inadéquate. C'est là où il distingue ces deux formes de signification, qu'il appelle la signifiance. D'un côté, le sémiotique ou le sémiologique, qui servira pour décrire les unités de langue, et de l'autre, le sémantique. Et dans ces textes-là de Benveniste, le sémantique est quand même globalement conçu comme une quête du référent, une quête de l'intenté, bref, de ce qui amène les locuteurs à s'adresser les uns aux autres. Le domaine sémantique, par contre, doit être reconnu comme séparé. Il aura besoin d'un appareil d'écoute de concept de définition. Alors, on commence à voir vraiment les données du problème, c'est que soit, si on prend la textualité comme objet et qu'on veut être saussurien, on essaie d'étendre, comme on peut, le concept d'unité sémiotique et de signe à des grandeurs qui ne se rapportent pas, on va dire, immédiatement au morphème, au lexème, ou bien aux constructions syntaxiques. Et c'est la piste, on va dire, frayée par les linguistiques textuelles post-hemseliennes, dont celle de François Astier est pareil, les versions les plus éclairantes pour le phénomène textuel aujourd'hui, soit on considère que, effectivement, le concept même de signe, il faut y renoncer, parce qu'il n'y a aucune utilité quand on a affaire à du texte ou à du discours. Et c'est effectivement ce que Meschenink, ce que Benveniste dit en 68, et ce que Meschenink va reprendre en développant donc, sa poétique autour de cette idée de signifiance, et non plus de signe. Mais d'une manière comme. Enfin, il va prolonger Benveniste, et donc, voilà comment il va définir la signifiance. Voilà, c'est ça. Vous avez ici la définition de la signifiance proposée dans un petit manuel un peu simplifiant, mais bon, quand même éclairant de Meschenink et Besson, dans ce système du texte, la double articulation, on pourrait dire la triple articulation du langage, c'est la même chose, pertinente sur le plan de la langue n'existe plus. Il y a à parler plutôt d'une sémantique sérielle, avec une paradigmatique et une syntagmatique, rythmique et prosodique, l'organisation des signifiants consonantiques et vocaliques en chaîne thématique qui dégagent une signifiance, et organisation des chaînes prosodiques, produisant une activité des mots qui ne se confond pas avec leur sens, mais participent de leur force, indépendamment de toute conscience qu'on peut en avoir. Donc on voit qu'ici, il n'y a pas de... la question de la sémiose ne se pose même pas, puisqu'il ne s'agit pas des
décrire le sens sur le mode d'une manifestation. Le Méchonique dit quelque chose qui éclaire bien de sa position. Il dit penser du sens fait voir des formes. C'est à partir du moment où vous pensez sens que vous voyez les formes qui nous manifestent. Et à l'inverse, penser forme fait voir du sens. On n'est pas très loin du quaternion de l'essence double, A majuscule, petit a, petit b, petit c. C'est vrai que là, pour le coup, la position de Méchonique est très proche de celle de l'essence double de Saussure. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on fait, et ce qu'il a proposé, c'est toute une physique du signifiant, une physique de la signifiance qui passe essentiellement, et je n'ai pas prévu d'exemple pour le développer, mais qui passe essentiellement par l'analyse rythmique et accentuelle de discours, l'analyse qu'il appelle prosodique et qu'on peut, on va dire, faire équivaloir à l'analyse de la répétition phonique de différents types de grandeur, et enfin le jeu que ces données accentuelles et rythmiques et prosodiques imposent, et la manière de cette signifiance modifie la syntaxe. Donc au fond, prosodie, accent, syntaxe sont les trois grands paramètres utilisés pour décrire cette signifiance. Alors le problème, c'est que, évidemment, l'approche paraît tout à fait saussurienne, mais en même temps, le dualisme, donc fustigé comme métaphysique, est remplacé par un monisme, un tantinet fusionnel, hein, où, comme on ne s'autorise pas l'usage d'un métalangage pour décrire l'objet, on en vient à la conclusion que ce que l'on peut faire de mieux avec le texte, c'est le dire et le lire. Comment dire mieux qu'en réénonçant quelque chose, en essayant de réénoncer le projet de signifiance de l'auteur. C'est très beau, hein, c'est un projet, on va dire, éthique, pas forcément scientifique. Donc, je dirais, voilà, est-ce que ces deux approches a priori de la sémiose et de la signifiance paraissent inconciliables? Et les termes du débat, ce serait d'un côté une extension du sémiotique au-delà du mot, au risque cependant de la systématicité, c'est-à-dire que les grandeurs sémiotiques bifaces qu'on va pouvoir construire avec les exemples sont certes bifaces et non systématiques. Sont-elles en sémiotique? Peut-on avoir des entités bifaces non sémiotiques au sens sociologique du terme? Et de l'autre, un refus du sémantique, un refus du sémiotique, pardon, dans la poétique méchonicienne, au risque, cette fois-ci, d'un monisme qui vous empêche de l'aborder une sémantique. Alors, voilà, ça c'est un peu les termes d'une autre citation, pas équivalente. Et ben, dans cette situation de blocage-là, moi je trouve que ce que nous a proposé Simon Bouquet ce matin, mais que j'avais lu un peu auparavant, je n'ai pas écrit d'intervention entre midi et deux, mais sur ce passage de l'essence double de Saussure, parce que c'est vrai que dans le cours de linguistique générale, la question de la typologie des unités sémiotiques fait vraiment défaut. Donc les commentateurs, Tullio De Moro, dit le signe peut être une phrase entière, déjà pour certains c'est déconnu. Quel est le système des phrases? Il y a un vrai problème. Or, par exemple, pour la question du phonème, donc dans ce petit passage que j'ai repris ici, voilà, donc ça c'est un résumé de l'article de Simon Bouquet paru dans le Arena de 2013. Un petit tableau et moi, et la numérotation des articulations avec toi aussi. Hein. Pardon. Et la numérotation des articulations avec toi. De les appeler première, deuxième. Oui, voilà, ça on peut les changer. Bon, d'un côté, une première articulation avec des phonèmes, et ce sont les unités et des plexus, des complexes sémiotiques syllabiques ou polysyllabiques. Au deuxième niveau, des morphèmes qui se composent en polymorphème, ou en lexème, ou en lexie. Et enfin, troisième niveau, la récupération du second dans les syntaxiques ou les fameuses fusions au niveau du complexus syntaxique.
Et donc la citation de Saussure qui est à l'origine de cette reformulation sémiotique de. Alors, évidemment, ce qui est intéressant, enfin, pour moi, ce qui a fait sens, c'était pas évident du tout, c'est qu'il puisse y avoir des signes qui n'ont pas de signification, y compris pour Saussure. Un phonème est signifiant dans la mesure où sa définition même est de distinguer des morphèmes, mais pour autant, voilà, il n'a pas une signification au sens où cheval ou soleil, dans les exemples saussuriens, peuvent en avoir. Et alors, il y a un autre texte, et ça c'est très très surprenant, dont on a parlé ce matin en fait. C'est non pas le texte de Benveniste, les textes de 68-69, où il distingue sémiotique et sémantique, c'est ce fameux texte de 64 sur les niveaux d'analyse linguistique, où il dit des choses qui sont, je trouve, qui résonnent de manière troublante avec ces passages de l'essence du livre. Au fond, c'est un texte qui reprend. Manifestement, il fait fond sur les débats entre la linguistique, disons, structurale européenne et le distributionnalisme américain, où il s'oppose clairement aux distributionnalistes, ils sont cités une fois, et donc il reprend un peu dans ce texte ce qu'on appelle la stratification linguistique, c'est ces différentes articulations et la manière dont les unités de chaque niveau s'intègrent à un niveau, les phonèmes forment de morphèmes, les morphèmes forment, etc. etc. Mais il dit quelque chose de très étonnant, et c'est le passage que vous avez ici. Il dit le sens est en effet la condition fondamentale que doit remplir toute unité de tout niveau, pour obtenir statut linguistique. Nous disons bien de tout niveau. Le phonème n'a de valeur que comme discriminateur de signes linguistiques. Et, alors je montre la grâce qui m'intéresse le plus, la forme d'une unité linguistique se définit comme sa capacité de se dissocier en constituant du niveau inférieur. Le sens d'une unité se définit comme sa capacité d'intégrer une unité de niveau supérieur. Et, au fond, c'est ce schéma-là où j'ai essayé de... il définit deux concepts, celui d'intégrant, enfin l'intégrant, je reprends ça en termes d'intégrance, un néologisme construit sur constituance, intégrance et constituance. L'intégrance, c'est le fait qu'un phonème n'est pas simplement un constituant d'un morphème, le morphème n'est pas simplement le constituant d'un lexème, mais ils sont intégrants dans la mesure où ils ont une valeur différentielle, c'est-à-dire que quand ils intègrent une unité supérieure, ils viennent s'opposer à une autre unité de leur propre niveau, serait-elle l'ensemble vide, qui créerait une unité de niveau supérieur différente. Au fond, c'est leur fonction différentielle qui leur confère ce statut d'intégrant. Et il dit il faut distinguer ça, évidemment, avec la constituance, au sens purement de figure vocale, c'est-à-dire le fait qu'à n'importe quel niveau, une unité peut aussi être décomposée en ses parties, en relation donc à un niveau donné, relation méréologique, où une forme donnée peut être décomposée, mais pas nécessairement en intégrant. L'exemple qu'il prend, c'est Living Things as they are, Living Things, et il se pose la question de découper, de délimiter les unités dans ce syntagme global. Et donc il dit voilà, on peut découper cette forme linguistique de différentes manières, mais seule une manière est pertinente, c'est que les unités découpées, qui sont donc des unités de niveau inférieur, doivent pouvoir intégrer l'unité. Il appelle ça, l'intégrance, le sens de l'unité. Raison pour laquelle il dit, au fond, ce qui est important, c'est pas de faire une sémantique morphomatique ou une sémantique lexicale. Dans la langue organisée en signes, le sens d'une unité est le fait qu'elle a un sens, qu'elle est signifiante, ce qui équivaut à l'identifier par sa capacité de remplir une fonction propositionnelle, on prend ça à seul. C'est la condition nécessaire et suffisante pour que nous reconnaissions cette unité comme signifiante. Un tout autre problème serait de se demander quel est ce sens. Et je vous ai mis citation un passage des écrits de linguistique générale, c'est sûr.
Une forme est une figure vocale qui est pour la conscience des sujets parlants déterminée, c'est-à-dire à la fois existence et délimité. Elle n'est rien de plus comme elle n'est rien de moins. Elle n'a pas nécessairement un sens précis. Au fond, donc, la question est moins celle de quel est ce sens que la question de est-ce qu'il y a un sens, est-ce qu'un sens existe. Et là, je trouve une affinité à souligner par le passage entre Saussure et ce benveniste-là. Du coup, c'est ce schéma-là que j'essaie de faire pour reprendre un peu tout ça, pour vous expliquer l'idée, c'est de dire que vous avez ici le dualisme et la dualité dont on a parlé ce matin. C'est-à-dire que ça c'est signifiant, ça c'est signifié. Là vous avez la monade saussurienne habituelle. Vous avez dans le cours linguistique général. J'ai repris cette majuscule minuscule, parce que c'est la façon dont Saussure utilise, c'est le symbole que Saussure utilise souvent dans les écrits. Et ça, c'est la figure vocale. Donc l'opposition principale, nous dit Saussure, n'est pas celle entre le signifiant et le signifié, mais celle entre la figure vocale et le signifiant et le signifié. Donc le principal, c'est celle-ci. Et ça, c'est une unité linguistique. En tant qu'elle est intégrante, quel que soit son niveau, que ce soit un phonème, un morphème ou un lexème, c'est un peu plus compliqué, elle intègre donc une unité de niveau supérieur, ABC. On pourrait dire que là, on a un phonème, et là, on a un morphème, bien que A est un morphème, et que ABC est un lexème polymorphématique. Évidemment, cette relation-là ne vaut que si on a une parallélie ou un quaternaire, c'est-à-dire une autre unité, H, qui va venir effectivement par s'opposer de la même façon dans. Mais ça, donc, ici, vous avez l'intégrance, et ici, j'ai mis sémiosis au sens où, finalement, l'éventualité d'un sens que peut avoir un morphème est la résultante de l'intégrance de l'unité dans des unités de niveau supérieur. Voilà. Donc, le signifié de l'unité sémiotique est la résultante de l'intégrance possible de cette unité à un niveau supérieur dans un système donné. Mais par ailleurs, et c'est ce que vous avez au-dessus, vous avez également des relations de constituants, c'est-à-dire de découpage possible de la figure vocale associée à l'unité en des parties. Alors, je ne voulais pas mettre A, B, C, D comme parties, j'ai utilisé des caractères grecs, mais peu importe au fond, simplement, les découpages en constituant une unité à un niveau donné sont, pour une même unité, tout à fait variables. Et en fait, c'est l'ensemble de... Alors, qu'est-ce qui peut se passer? Quelques exemples vont arriver. Par exemple, si on n'envisage plus ces deux signes comme un paradigme et comme un syntagme, vous pouvez tout à fait avoir deux signes dont, surtout pas les intégrants, enfin, non nécessairement des intégrants, mais des constituants, vont se retrouver dans la chaîne syntagmatique. Ce sont des parties de forme expressive, par exemple, qui vont se retrouver. Ces parties de forme peuvent être des phonèmes, mais ne le sont pas nécessairement. Et au fond, même, ce ne sont jamais des phonèmes. Ce sont éventuellement des formants qui manifestent un phonème, puisque le phonème interviendra lui au niveau de l'intégrance. Donc, je vais donner quelques exemples. Il me reste combien de... Quelques minutes. 5 minutes. Ouais, d'accord. maximum. Donc, je dirais au fond, c'est pour évidemment, je situerais le faire sens au niveau de l'intégrance et l'avoir un sens au niveau de la sémiose. On dira qu'un signe a un sens, dans le sens où on peut plus ou moins facilement, c'est à peu près faisable pour des lexèmes,
très compliqué pour des morphèmes de gloser le sens, de signifier un morphème dans une glose qui ne soit pas soit très abstraite, très schématique, soit pas périphrastique et très, très longue. Donc on aurait le avoir un sens ici, le faire sens ici, l'avoir un sens, qui ne serait plus le résultat du faire sens d'une unité dans un système. Et que ce soit donc aux trois niveaux de la triple articulation sémiotique, on peut imaginer que les phonèmes font sens en tant qu'ils distinguent des morphèmes, c'est leur définition même. On peut dire qu'ils ont un sens non formulable, généralement, du fait du nombre de morphèmes qui sont amenés à distinguer. De même, le morphème fait sens en tant qu'il distingue des lexèmes, et ce sens peut être capitalisé comme un produit éventuellement formulable à son propre niveau, dans un système de morphèmes, de pronoms ou autre. Enfin, le morphème intègre des lexèmes, etc. etc. Donc, ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a les unités sémiotiques seraient doublement doubles. Double en tant qu'il y a un signifiant et un signifié, double en tant qu'il y a un intégrant et un intégré. Le fait qu'il y ait un signifiant et un signifié est le résultat de la relation intégrant-intégré. Mais il y a donc une double, elles sont doublement doubles. Voilà, c'est comme ça qu'on pourrait assez maladroitement le formuler. Alors, dans les textes, je prends un exemple qui va illustrer exactement ce phénomène-là. Je prends le premier vers d'un poème que vous connaissez tous. Je fais souvent ce étrange et pénétrant. Et je peux dire, voilà, donc j'ai de l'isophonie, puisqu'habituellement, l'article critique traite très comme l'isophonie, souvent, étrange, pénétrant, comprend. Je peux même aller plus loin, donc au niveau de étrange, pénétrant, ça c'est au niveau du dernier vers, et même et me comprend, donc qui est en rime avec le pénétrant. J'ai même ces choses-là, rang, c'est-à-dire la syllabe rang, même entre étrange et pénétrant, étrange. Ça, c'est pas la relation, c'est pas sémiotique, ça fait sens, au sens où ça produit de la signifiance, ça crée ce que Michelet appelle une série, un paradigme contextuel, où le lecteur va mettre en regard étrange, pénétrant et comprend. Donc on a bien quelque chose du plan de l'expression qui produit de la signifiance sans qu'à aucun moment, a priori, on puisse dire que en, rang, pénétrant fasse signe. Rang n'a pas de sens. Il n'y a pas de sémiose au sens que les significations donnent au terme, et pour autant, ça fait sens, ça produit de la signifiance. C'est la même chose. Donc là, vous avez finalement les intégrants, en, sont les intégrants respectivement souvent étranges et pénétrants, mais rang et pénétrant ne sont intégrants de rien du tout. Ils sont simplement des constituants que la perception du plan d'expression va mettre, ou pas d'ailleurs, au premier plan, et auquel elle va conférer la fonction de produire de la signifiance et éventuellement de la signification. Donc on va pouvoir dire par exemple le rapprochement de étrange, pénétrant et de comprend sur le motif d'une constituance identique, effectivement sur le plan de la signification, va pouvoir nous mettre en saillance étrange. Évidemment, je fais souvent ce rêve étrange, c'est loin, pénétrant, ça revient, et elle me comprend, c'est inclusif. Bref, pourquoi pas une figuralité, une spatialité mise en relief par... Mais ça peut se discuter, ça c'est de l'herméneutique, son interprétation, on peut tout à fait la discuter. Oui. Sur le plan de la signifiance, ça ne change rien. Ça veut dire que si sur le plan de la signifiance, ça produit de l'activité, on pourrait reprendre peut-être la distinction de Causalino entre énergeia et ergon, dire que la signifiance c'est de l'énergeia, c'est de l'activité, du langage, et la signification c'est l'ergon, c'est stabiliser, c'est le produit de cette activité. La façon dont cette activité va se figer dans un produit, c'est une interprétation, et elle est toujours discutable, tant mieux.
En revanche, la signifiance, elle est aussi discutable, bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est qu'elle joue plutôt comme une forme de, je disais, de diacritique. Quelle expression j'avais utilisée, au fond, un peu comme de la syntaxe. Alors, ça c'est de la signifiance. On peut éventuellement avoir de la sémiose, et c'est encore autre chose. Si vous prenez le deuxième vers du poème, je fais souvent ce rêve étrange et pénétrant, d'une femme inconnue et que j'aime, et qui m'aime, et qui m'aime chaque fois, tout à fait la même, etc., etc. Vous remarquez la répétition d'un mannequin syllabique, avec un K sur la deuxième syllabe et accentué sur la troisième. Vous avez, on va dire, une construction qui est un mannequin, une espèce de mannequin, à la fois accentué, à la fois syllabique et à la fois phonétique. Une monstruosité sémantique. Vous avez ici, vous dans inconnu, que j'aime, qui m'aime, chaque fois. Donc, c'est encore une pure structure de constituance, mais qui peut éventuellement se limiter à la signifiance, ou qui peut faire signe. Il m'en reste. C'est fini. Ouais. Okay, donc je finis ma phrase. C'est une longue période. On peut dire par exemple que cette fameuse femme qui n'est ni tout à fait la même, ni tout à fait une autre, elle est exactement la même chose que ces répétitions, qui sont ni tout à fait les mêmes, ni tout à fait une autre. Et on peut donc investir, sémiotiser et dire c'est l'acteur, femme, qui est symbolisé par ce portrait sonore, qu'est ce texte. Encore une fois, c'est de l'herméneutique. On peut discuter. On peut dire simplement l'isotopie de la familiarité passe, cette répétition contribue à un effet de familiarité, de répétition, qui est par ailleurs une utopie. Mon rêve familier, c'est le titre du poème, je fais souvent, etc., etc. Et une utopie de la familiarité à laquelle contribuerait la répétition. C'est une autre possibilité, elle ne s'exclut pas d'ailleurs, et au fond, il ne s'agit pas de décider ce que c'est. Mais il s'agit d'identifier parfois des structures de constituants qui rentrent dans des structures de signifiance et qui font sens sans avoir de sens, ce serait cet exemple-là, et parfois des possibilités d'autres unités sémiotiques qui sont également des structures de constituance temporaires, agrégées, syllabiques, qui peuvent éventuellement être sémiotisées. Tout ça pour dire que s'il nous faut pour deux vers d'un poème deux théories différentes, ça vaut le coup de se poser la question. Donc je crois, simplement, qu'on pourrait peut-être formuler ça en termes. C'est des travaux, complètement, mais en termes d'aspectualisation des parcours interprétatifs, vous avez des phases inchoatives, qui sont plutôt des phases de signifiance, d'activité des merveillas, et puis parfois des phases terminatives, où ça se fige, on peut dire que ça fait signe. Il reste, je finis là-dessus, il reste le problème d'un signe, sans aucune systématicité, dans la mesure où évidemment on va avoir du mal à faire rentrer cette structure-là dans un paradigme, dans une parallélie, dans un quaternaire. Donc est-ce qu'on est encore fondé à parler d'unité sémiotique dans ce cas-là? Je ne sais pas, mais en tout cas, ce sont les textes. Le moyen de les décrire. Merci beaucoup. Des questions, des remarques? Oui, alors, si d'écrire un texte, c'est le lire, je dois faire mention d'une expérience personnelle, vous me pardonnerez, mais je me suis trouvé dans un congrès de germanistes allemands à lire un texte de Méchonic qu'il avait envoyé. Comme j'étais le francophone de la bande, j'ai d'abord lu le texte qui m'a paru incompréhensible, en tout cas d'une verbosité intolérable. Mais en le lisant, bon, c'était fait pour être lu à haute voix.
Et donc, il y a eu une ampleur thoracique. C'est mon seul souvenir. Mais ça passait. Alors, le problème, c'est le dualisme Greimas-Mechonic. Hein, c'est ça le problème. C'est-à-dire, Greimas fait une sémantique où il élimine complètement le plan de l'expression des langues et des autres, puisqu'il fait des structures sémantiques dont l'expression n'est qu'une variable pour assurer l'ubiquité de son modèle sémantique. Qu'un film, enfin, qu'un récit soit en image ou en langage, aucune importance. C'est secondaire. C'est en bas du parcours génératif, c'est une variable. Alors c'est une position radicale, parfaitement moniste à sa façon. Ce que fait Mechonic, c'est exactement le contraire. C'est-à-dire, on va, puisque c'est comme ça, dans une logique finalement assez phobique, on va supprimer toute dualité interne dans la sémiose et on va garder seulement le signifiant. On retrouve à ce moment-là des thèmes énergétiques que l'on trouverait dans le lettrisme, par exemple, enfin, et dans tout le mysticisme qui entoure le lettrisme. D'ailleurs, quand on dit c'est penser du sens, c'est voir des formes, on a un thème platonicien classique, hein, la vision intérieure des formes. Soit. Mais c'est un platonisme inversé, hein, c'est-à-dire que, en fait, c'est au début des années 70, et donc l'esprit absolu est remplacé par le corps absolu, donc par le signifiant absolu. Bon. Alors, maintenant, on peut dire, rétrospectivement, hein, après 40 ans, que ce n'est pas en étant deux fois unilatéral qu'on est complet. Et donc tout l'enjeu, hein, c'est précisément de penser cette dualité expression-contenu. Alors, moi, il me semble, je m'arrêterai là, que si on n'a pas pu la penser, c'est en raison du pacte logico-grammatical qui faisait que, quelle que soit la théorie, on était dans l'idée que produire du langage, on était dans le paradigme du calcul. Soit on représentait pourquoi il n'y avait pas de sémantique, parce que c'est la logique qui en tenait lieu, hein, depuis toujours. Et la combinaison, la compositionnalité reste un dogme à peu près indiscuté en syntaxe, tel que le sens d'une expression est dérivé du sens de ses sous-expressions, sauf que personne n'a jamais dit comment on connaissait le sens des sous-expressions, même Freud. Et donc on en est réduit à l'évidence, ou du moins à l'idée que les signes sont toujours déjà donnés, ce qui est grave. Hein. Mais si on est dans un paradigme de la reconnaissance de forme, à ce moment-là, c'est tout à fait autre chose, parce que ces formes se profilent sur des fonds. C'est pas ce que disait Saussure, tout simplement, parce que la Gestalt, c'est après, hein, bien sûr. Mais il peut y avoir diffusion et sommation des rapports entre fond et forme. Un fond, ce n'est jamais que de la forme diffusée, et avec des inégalités qualitatives qui demeurent, mais qui permettent précisément de percevoir le fond et la forme. Et les phénomènes de perception phonétique et de perception sémantique sont de même type. Tout simplement parce qu'il y a des phénomènes de perception généraux qui déterminent l'évolution des entre guillemets, représentations mentales. Donc, un paradigme de la reconnaissance de forme, ça demande autre chose que le paradigme du calcul logique, c'est un paradigme beaucoup plus, en fait, probabiliste. D'où la possibilité en linguistique de corpus qui emploie des méthodes probabilistes de faire apparaître
ou disparaître des formes et des fonds. Pour moi, c'est une question problématique, tout à fait ouverte. Le problème étant que, bien entendu, on doit, comment dire, inévitablement, on ne peut pas faire l'économie d'une déontologie interprétative, tout simplement parce que les sorties des logiciels ont elles-mêmes à être interprétées, elles ne font que compliquer le cercle de l'interprétation. Mais l'idée que on puisse se passer de l'interprétation parce qu'il y a une énergie propre du langage, soit, mais c'est complètement extatique. Alors notre rôle est plutôt un rôle critique dans les sciences de la culture, hein. Ce n'est pas la fusion, c'est au contraire la prise de distance. Et là-dessus, je crois que précisément, une des vertus du concept de dualité, c'est que ça rend obligatoire la prise de distance, tout simplement parce que un point de vue, il ne peut pas y avoir une description selon un point de vue, elle est immédiatement contrepointée par l'autre. Et elle ne peut être achevée que par l'autre. Donc il n'y a pas de linguistique de la langue sans linguistique de la parole, il n'y a pas de linguistique de l'expression sans linguistique du contenu, si vous me permettez ce raccourci. Donc le... Bon, après aussi les théories des histoires répondent effectivement à des problèmes historiques qui Méchonic avait le sien dans les années 70 quand il fait sa critique. Ce qui est intéressant, c'est aussi la manière dont il vient pointer l'insuffisance d'une sémantique structurale qui au fond est plus proche du Bréal, comme on disait ce matin, que de Saussure. Enfin, certains points en tout cas. Ensuite, effectivement, disons que signifiance ou sémiose, je prends clairement la sémiose, mais je me dis, avec le concept de signifiance, sont désignés et sont décrits des phénomènes que le concept de sémiose ne nous permet pas de décrire, dans la mesure où cela nous amène à identifier des relations entre blancs qui ne sont pas des relations d'appariement, mais par exemple des relations d'opération. Un plan peut être un opérateur sur un autre plan, typiquement en cas de l'isophonie. Et qu'au fond, venir réinterroger nos modèles avec celui-ci, ça peut être un autre, ça peut permettre d'enrichir notre typologie des unités sémiotiques. Tout simplement parce que quand on est dans la problématique de la reconnaissance de forme, les unités ne sont plus discrètes. S'il y en a, elles ont à être discrétisées, mais il y a aussi tout le problème des fonds, etc. qu'on va retrouver en prosodie. Pourquoi la prosodie et la ponctuation sont absentes des grammaires. Et là, ça accuse les limites de la tradition logico-grammaticale qui a toujours éliminé ça. Aucune grammaire formelle ne dit la moindre ligne sur la ponctuation. Très bien. Donc, nous allons prendre la pause et je propose qu'on va se retrouver ici à 16h10. Ça va avec les